Bonjour Gérard Fauré. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche. Alors justement, pour commencer, bien sûr, on va parler de votre parcours. Mais avant cela, pourquoi ce livre, vous qui écrivez en avertissement, ne pas avoir été mu par un quelconque besoin de notoriété? C'était pour vous venger, pour informer? Absolument, oui. Oui, absolument. C'était pour me venger, oui. Ça, au moins, vous avez la franchise de le reconnaître. Absolument, bien sûr. Vous balancez beaucoup de noms, mais beaucoup sont morts. Johnny, Pasqua, ou âgés en plutôt mauvaise santé, comme Jacques Chirac. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour publier une telle bombe? J'ai attendu longtemps parce que... Bien près du micro. J'ai attendu que Pasqua disparaisse parce que sinon, là, j'aurais pas fait long. Ah ouais, à ce point-là. Ah oui, bien sûr. Si je parle de Chirac, forcément, il y a Pasqua derrière. Et Pasqua... J'ai peur de personne, mais Pasqua, j'en avais quand même peur. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était un homme très, très dangereux, oui. Alors, on va parler bien sûr, avant de revoir en détail ce livre avec mes amis, à côté de moi, de l'Incorrect et de Technicart. Tout d'abord, j'aimerais vous demander comment un fils de bonne famille, on le rappelle, vous êtes le fils d'un médecin militaire qui était le confident et homme de confiance du roi Mohamed V, en arrive-t-il à devenir un gangster? Dans une interview, vous dites tenir ça de votre mère, à qui vous consacrez d'ailleurs le premier chapitre de votre livre. Oui, la sauvageonne du désert, oui. Ma mère faisait partie d'une tribu de pirates sahariens qui a chopé les commerçants dans le désert et qui leur ouvrait les intestins pour prendre les pièces d'or et les bijoux cachés, voilà. Bon, je dis pas que ma mère l'a fait, mais elle avait ça dans ses gènes, quoi, la piraterie, voilà. Et donc, mon père, lors d'une campagne de vaccination, l'a rencontré dans le désert, dans le Sahara, à l'entrée du Sahara. Elle lui a jeté quelques cailloux et du sable, et puis ça a terminé par une grande histoire d'amour. Et vous? Et moi, et mes deux frères. Comment c'était le Maroc à l'époque? Ah, c'était extraordinairement bien. Les Marocains étaient des gens extraordinairement sympathiques. Les Français se sont bien conduits au Maroc. Ça s'est très bien passé, rien à dire. Et puis donc, après le Maroc, on va rentrer dans le vif du sujet, direction l'Espagne, où se développe à grande vitesse donc le gangstérisme. Vous avez à peine 18 ans et vous y rencontrez des anciens de l'OAS, l'organisation armée secrète. Vous devenez alors le pilier du blanchiment de l'argent sale volé en Algérie. C'est de là que vous allez vite devenir braqueur, c'est ça à peu près? Oui, bien sûr. Mais à l'époque, c'était plus ou moins facile de braquer, hein. C'était un jeu d'enfant, donc il n'y a pas de quoi être fier. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Ce serait plus compliqué. Mais à l'époque, il suffisait d'entrer, de prendre l'argent et de s'en aller, hein. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Arnaud Stéphane, l'Incorrect. Oui, il y a une célèbre série sur la plateforme Netflix qui s'appelle Narco. Et quand j'ai lu votre ouvrage, j'ai évidemment pensé tout de suite à un narco à la française, sauf que la Hollande, l'Espagne et le Maroc remplacent le Mexique et la Colombie. Et quoi qu'on parle beaucoup de Colombie aussi, énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est la photographie de l'époque que vous faites. Et alors on est à la fois entre Narco pour le sujet, et puis un peu dans les ouvrages de James Ellroy sur la corruption des élites. Quand vous parlez quand même de l'épisode espagnol, on est sur des anciens de l'OAS. On est aussi avec le SAC qui est pas loin, les flingueurs du GAL, parce que c'est ça en vérité, c'est bonnet blanc et blanc bonnet avec le SAC et l'OAS. Voilà, et l'élimination aussi ciblée des militants de l'ETA, c'est ce qui va donner naissance au GAL également. Avec Pasqua derrière. Encore une fois, mais c'est une photographie assez sombre de ce qu'était la politique à l'époque, et vous, heureusement, vous arrêtez en 1986. Oui, mais parce que l'époque était sombre, hein. Il y avait le retour des pieds noirs d'Algérie, il y avait plein de problèmes, il y avait le franquisme. Là. On va s'arrêter un peu sur cette période. Voilà. Donc de 72 même à 84, vous mettez le cap sur les Pays-Bas également. Oui. Vous y consacrez un long chapitre. Vous entrez alors dans le trafic à l'échelle internationale, avec l'Amérique du Sud notamment. Comment est-ce que vous résumeriez, comme dit en effet Arnaud, cette photographie de l'époque? Comment ça? Comment résumer, c'est-à-dire? Ça traduisait quelque chose de l'époque. Vous dites ça a forcément changé. Aujourd'hui, on est passé. Je dirais que c'était la belle époque. C'était la belle époque. J'ai atterri dans l'université du crime. C'était la Hollande, hein. Là, il n'y a pas photo. Mais c'était une très belle époque, oui. Il y avait de l'argent partout, facile à gagner, enfin facile. Donc une certaine nostalgie presque de cette époque. Ah oui, une nostalgie de cette époque. Pas du trafic, de ci, de ça, mais j'ai vécu une très très belle époque. Puis c'était un peu le début de tout, quoi. Dans les années 70, on avait de la belle musique. Je ne veux pas vous parler de cocaïne, parce que bon, ça en faisait partie. Les gens étaient plus sympas, il n'y avait pas de problème d'emploi, tout, c'était formidable, quoi, cette époque.
Mais c'était une époque très dangereuse aussi, parce que beaucoup de gens voulaient s'enrichir. Et là, ils étaient prêts à tout. Que ce soit en Hollande ou en Amérique du Sud ou à Paris, c'était pareil. Hein. C'était une époque de folie aussi, dans Alors, tous les sens. ce livre, il fourmille d'anecdotes. Il y en a une qu'il a lu avec attention, c'est Louisiane d'or de Technicart. Et justement, je crois que vous vouliez poser quelques questions à notre invité. Alors moi, ce qui m'a choqué, c'est un certain nombre de détails que vous donnez, notamment les noms. Pourquoi avoir donné tant de noms? Pourquoi, par exemple, en parlant de François Sagan, ne pas avoir simplement dit une grande écrivain, même si c'est pas un secret? Surtout quand ce sont des gens morts, est-ce que vous pensez pas que c'est salir leur mémoire et que c'est un peu facile, même si les faits sont vrais, éprouvés, etc., puisqu'ils sont plus là pour se défendre? Moi, vous savez, j'ai parlé de ceux qui m'ont vraiment soit déçu, soit balancé. Voilà. Donc François Sagan, quand elle s'est faite attraper avec 50 grammes, j'ai ouï dire qu'elle a parlé de moi. Voilà. D'accord, donc en fait, vous avez dit que c'était plus un exutoire, il le dit, il se venge, c'est une forme de règlement de compte. C'est clairement, vous l'avez clairement écrit dans un esprit de vengeance. Vous avez Mais il a l'honnêteté de le dire. Pour régler des comptes. Parce que la liste serait beaucoup plus longue si j'avais parlé de tout le monde. Hein. Il aurait fallu écrire un autre livre. Et puis, vous en auriez peut-être pas eu le droit par votre éditeur ou vos avocats, aussi, non? Oui. Il y a eu pas mal de filtrages. C'est aussi ce qui justifie l'édition tardive du livre, parce que beaucoup d'éditeurs ont hésité à me publier. Hein. Vous avez du mal à trouver un oui, éditeur? Oui, fort heureusement, j'ai trouvé Yannick Day qui a tout compris, et voilà, je pense qu'il ne le regrettera pas. Il m'a donné ma chance, voilà. C'était pas facile de publier un livre comme ça. Tout le monde a peur des diffamations. Bon, alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que, évidemment, si j'ai attendu si longtemps, c'est parce que je connais la loi, bien sûr, à force. Je suis passé à 18 procès et j'ai eu 15 ou 20 avocats. Donc je commence à connaître la loi et je sais que la diffamation jusqu'à 30 ans, c'est faisable. Passer les 30 ans, c'est plus faisable. Donc celui qui veut m'attaquer en diffamation, bienvenue. On va s'amuser. On va laver notre... Quand vous voulez dire passer 30 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Au bout de 30 ans, il n'y a plus de diffamation. 30 ans après les faits? Oui. D'accord. Même si la personne est vivante. Voilà. Donc moi, ça fait à peu près 31 ans, donc 32 ans bientôt. Voilà. Ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai tardé à publier. Arnaud Stéphane. Oui, l'histoire, elle grouille de personnages, même si Eric, ça l'a pas intéressé que je parle de l'OS et de l'Espagne, visiblement. Mais l'histoire, elle fourmille de personnages. Quelquefois, on s'y perd un petit peu, parce que, encore une fois, vous avez sûrement été contraint de concentrer énormément d'histoires. Et on se dit... Bon, c'est vrai, parce qu'il y a des choses, on sait, c'est rentré quasiment dans le domaine public. Il y en a d'autres, on se dit c'est énorme. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments quand même où vous n'êtes pas laissé aussi aller à... Pas l'exagération, je dis pas ça, mais mais non, pas l'exagération. Je vois que vous... Non. Mais tout d'un coup, on se retrouve avec ces histoires de coke qui sont déjà énormes, ces histoires de braquage, de gangs, de personnalités, et puis vous nous mettez cette histoire de roi du Maroc. Là, j'avoue, l'assassinat de votre père. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que j'ai les preuves en plus. Mais ça fera l'objet d'un autre livre. Ah d'accord. Donc il faut c'est le cliffhanger comme dans les séries. Je vous le soumettrai en temps voulu. C'est un livre extraordinaire. Parce que ça revient souvent dans votre livre, cette histoire du roi du Maroc. Oui, bien sûr. Je suis traumatisé moi par ça. Je suis traumatisé parce que roi du Maroc. Mais c'est pas le sujet en ce moment. Donc. Amand, vous évoquez d'hallucinantes pratiques pour cacher la drogue, comme la technique du boa, qui consiste à cacher de la cocaïne dans le ventre d'une chèvre morte et vider de ses entrailles, puis de la faire ingurgiter à un boa. C'est quand même assez fort. Et il y en avait même encore une autre, encore plus hard. Il y a pire encore. Vous faisiez passer la cocaïne dans des ventres de bébés morts. Honnêtement, j'étais en train de manger quand j'ai lu votre livre. C'est horrible. C'est comment on peut faire des choses comme ça sans avoir aucun scrupule. C'est immonde. Oui, mais vous le faisiez faire. Mais vous saviez que ça se faisait. Mais non, mais de toute façon, ces bébés étaient condamnés. Donc ils étaient morts déjà. On les a pas tués. On leur a pas ouvert le ventre. Ils étaient morts. Et les Indiens, ils ont un système pour réduire les têtes et tout, vous connaissez chez les Divaro, tout ça.
Ils ont un système pour... non, moi je connais pas, mais... Les réducteurs de tête, les Givaro, les bébés et tout. Et ils perdent rien, ces gens-là. Pour eux, un bébé, il est mort, ça n'a pas de valeur. Pour eux, d'accord, mais pour vous, vous utilisiez ces pratiques, vous les faisiez utiliser. Oui, j'étais un être amoral à cette époque. Je n'avais pas de moralité. J'étais capable de tout. J'ai cru comprendre. Parce oui, que j'étais capable. Ça me faisait plus de limite, quoi. Je n'avais pas de limite. On devient 100 fois nilois quand on est gangster. Quand on prend la cocaïne, on sait plus ce qu'on fait. Et on s'impose plus de limites. C'est un peu la cocaïne qui m'a mené là. Comment ? Vous remettez la faute, entre autres, sur la consommation de cocaïne, alors qu'il vous... Ah oui, bien sûr. Non, mais en temps normal, j'étais un garçon très bien, mais de la cocaïne m'a changé. Mais vous le savez très bien, la cocaïne, ça crée un dédoublement de la personnalité. Vous le saviez ou pas ? Oui, bien sûr. Alors, la cocaïne, elle vous fait remonter à la surface ce que vous êtes en réalité. Et moi, j'ai découvert qu'en réalité, j'étais un sale mec. Voilà, on va dire. J'étais un méchant, un voyou, un gangster, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Je touche plus à rien, je suis normal, je respecte la loi, voilà. J'ai une femme extraordinaire, tout va bien. Mais c'est vrai que la cocaïne m'a perturbé, gravement, parce que je la prenais très pure et je prenais jusqu'à 7 grammes par jour. Ça vous dit ça ? Ouh là là. Et de pur. Donc j'étais dans le brouillard, je savais même plus qui j'étais. J'étais devenu... j'étais prêt à tout. Mais Arnaud Stéphane, il en est glacé là. Ah oui, j'avais pas peur, j'avais peur de rien, mais de rien. Vous dites ça, mais en même temps, quand vous étiez petit, vous faisiez aussi des choses abominables, comme aller déterrer les morts pour leur voler leurs bijoux, enfermer vos frères et vos animaux de compagnie dans des cases en béton, tuer les premiers animaux qui passaient ou essayer de noyer vos camarades. Vous consommiez pas de cocaïne à ce moment-là. Non, mais là, c'était un peu le cannabis. Nature, finalement, à l'époque, je prenais du cannabis à l'âge de 7-8 ans. À votre avis, d'ailleurs, sur la dépénalisation du cannabis, au passage, vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour, bien sûr, parce que de toute façon, si les politiciens sont malins, le cannabis peut enrichir la France en termes d'emploi, en termes d'impôts, comme en Hollande. Je pense que là, on va dans le mur, on va nulle part. On pourra jamais arrêter la consommation de cannabis, d'accord ? Et depuis qu'ils ont déclaré la guerre à la drogue en 1986, c'est Monsieur Chirac, bien entendu, qui l'a fait. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ? Rien. Ça s'est multiplié par 1000, le trafic de drogue. Peut-être même plus. Il y en a partout du cannabis, même dans les prisons. Vous trouvez plus de cannabis et de drogue dans les prisons que dehors. Donc, qu'est-ce qu'ils ont résolu comme problème ? Rien. Ils ont résolu... Le seul problème qu'ils ont créé en plus, c'est que maintenant, les jeunes qui ont goûté à l'argent du cannabis, ils sont prêts à tirer sur les policiers. Ils se laissent plus faire. Ils veulent vivre. Ils veulent de l'argent. Ils veulent ci. Bon, en Hollande, ils ont trouvé le système, ils ont légalisé, et malgré la légalisation et les coffee shops, l'État en profite, ils rentrent de l'argent avec les impôts et tout, les coffee shops font un peu de trafic au black, et ils font travailler quelques trafiquants, qui au lieu d'aller braquer et d'attaquer les gens, ils vivent de ça. Et je pense que malheureusement, on sera bien obligé d'y arriver en France, parce que sinon, ça mène à rien leur guerre. Ça n'enrichit que... Certains policiers, ils ont des primes d'arrestation ici et ça. Des fois, ils se servent un petit peu en passant. Ça, j'ai connu ça aussi. Et c'est tout. Les prisons sont pleines de trafiquants de cannabis, des barrettes et tout. On ne sait plus où mettre les vrais gangsters, les vrais voyous. On ne sait plus où les mettre. On n'a pas le temps de surveiller les vrais, les dangereux, parce qu'on perd notre temps là-bas. Ils perdent leur temps à surveiller des mecs qui sont fait choper avec 10 grammes, 20 grammes de cannabis ou quelques barrettes. Moi, je trouve ça ridicule. Si on légalisait, moi, je suis pas pour la drogue. Je suis anti-drogue maintenant à 100%. Mais je suis pragmatique, d'accord ? Je vois ce qui peut être bien pour la France et ce qui peut pas être bien. Vous voyez le Canada ? C'était un pays qui était très réactif à l'époque contre le cannabis. On se prenait des dizaines d'années de prison pour ça. Et aujourd'hui, ils légalisent le cannabis, comment on dit ça, festif même. C'est même plus le cannabis qu'on utilise pour faire des médicaments. Non. C'est carrément le cannabis tel que... D'ailleurs, votre livre est assez ambivalent sur la question. Parce que vous êtes entre le récit, oui. Vous expliquez comment ça s'est passé, qu'en même temps c'était une période qui était... peu de personnes ont vécu ce qui vous est arrivé dans votre vie, même si c'était très mal. Quand même. Il y a des histoires de mort, de règlements de compte, de trucs. Waouh.
Et en même temps, pour reprendre la terminologie du président Macron, et en même temps, vous dénoncez la perte de dignité de ceux qui prennent des drogues, vous racontez des scènes hallucinantes. Oui, on taira le nom pour respect de sa mémoire d'un grand animateur de télé qui se déguise en sorcière. Enfin non, il n'est pas déguisé d'ailleurs en sorcière. Voilà, sur une péniche. C'est pas un animateur de télé. Non, c'était le présentateur un grand présentateur du journal de 13 heures. Il perdait toute sa dignité, c'est sûr. Et en même temps, donc disais-je, je vous vois sur un plateau il y a une semaine et vous dites oui, mais bon, si c'est 1 ou 2 grammes de manière récréative, c'est pas si grave que ça, etc. Par semaine. Ah oui, je connais pas j'ai pas fait d'études de pharmacie, je peux pas savoir si c'est grave ou pas. Non, mais tous les gens on en rencontre beaucoup à Paris malheureusement, qui en sont. Bien sûr. Même avec des doses dont vous parlez, ils sont pas très bien quand même. Hein. Donc la question. Non mais ma question elle est là, elle est sur l'ambivalence. Vous avez à la fois ce discours de condamnation, très bien, et en même temps aujourd'hui vous dites bon, il faut comprendre. Évidemment, je veux dire s'ils suivent mon parcours, c'est très mal. Moi, je leur conseille parce que c'est pas moi qui va leur conseiller de pas prendre la cocaïne. Ils vont se foutre de moi. Ils vont dire, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais je veux dire, s'ils suivent mon parcours, ils sont foutus. Je veux dire, moi, je m'en suis sorti, mais j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir parce que j'ai quand même beaucoup de volonté. Et voilà. Mais s'ils prennent de la coke, 1 gramme par semaine, voilà, de manière très festive. Alors, c'est pas méchant, c'est pas trop méchant, je veux dire. Mais si je peux les conseiller d'arrêter carrément de toucher à ces saloperies, c'est encore mieux. Voilà. Et vous le disiez, vous n'aviez pas de limite, malgré le danger dans les fusillades dont vous étiez victime, la prison, tout ça, vous ne vous arrêtiez jamais. Il y a que la mort à l'époque aurait pu vous arrêter. Et encore, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ailleurs j'aurais pas refait des conneries. Je sais pas. Le jeu, la drogue, les prostituées, le showbiz, la politique, la police. Tout y est passé. Tout est lié en fin de compte. Rien. J'étais curieux de tout. Voilà. Je voulais tout savoir, tout voir, tout comprendre, tout. J'ai tout fait, tout essayé. Hein. Moi, je suis passé aussi par le MDMA, par les extasies, par LSD. Je suis passé par tout ça. Et j'ai de la chance de ne pas rester perché. Hein. Alors justement, on espère que vous n'êtes pas encore trop perché, puisqu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce qui va intéresser le plus nos auditeurs. Donc on le rappelle, Gérard Fauré, vous signez ce livre, donc Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parle. On va parler de Charles Pasqua, donc l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est donc omniprésent dans votre livre. François Mitterrand parlait de lui en le qualifiant de diable. Comment vous le résumeriez, vous, Charles Pasqua? De diable aussi, hein. Pourquoi? Diable et demi. Parce que c'était un diable. Attendez, le mec qui dit on va terroriser les terroristes, il l'a fait, hein, en utilisant le sac, bien sûr. Mais il était hyper. Moi, je crois que c'était l'homme le plus dangereux de France. Et tous les grands gangsters étaient à ses ordres, au garde à vous, comme Gaëtan Zampa, Francis le Belge, tout ça. Tous les autres, ils étaient tous à ses ordres. Et le sac aussi. Bon, alors, je vais vous dire, pour créer un organisme comme le sac. Donc, service d'action civique, moi je dis action, il y en avait, mais civisme, pas trop, même pas. Donc, pour créer un organisme pareil, il faut quand même s'appeler Pasqua. Je vais dire, c'est énorme. Il est allé rechercher des anciens de l'OAS, des tueurs avérés, des malades mentaux. Il fallait voir les gens, là, Jean Gilbert qu'il y avait, ou d'autres que j'ai connus personnellement au Maroc, à l'école. C'était pas des cadeaux, il y avait le chacal, il y avait ces gens-là, ils étaient aux ordres. Quand il leur disait allez tuer un basque à tel endroit, en France ou ailleurs, ils y allaient, hein, sans discuter. Puis moi, j'ai voulu échapper à tout ça, et il me dit, écoute, n'oublie pas quand t'as fait sortir de prison en Espagne, où j'ai pris 40 ans de prison par contumace, plus tard, ouais. On m'avait chopé avec 1000 kilos de cannabis, ouais, que je réservais d'ailleurs à des amis de Pasqua, on va dire. Et voilà, il me dit maintenant. Alors lui, il touchait pas à la coke, hein, non, selon non, vous, mais il aimait beaucoup l'argent. Hein. Il servait de l'argent de la drogue, c'est ça ? Du cannabis. Hein. Non, la cocaïne, c'était pas son truc. Bien que il s'est beaucoup intéressé à ce que je lui ai dit sur les couleurs dans la cocaïne. Vous vous souvenez ? Enfin, C'est-à-dire que moi, j'arrivais à transformer de la cocaïne blanche, j'en faisais de la cocaïne rouge, vert foncé et tout. J'ai un système, j'avais un système. Ouais. Et en Hollande, on m'appelait l'artiste de la cocaïne parce que j'arrivais. Alors, c'était bien pour les flics. Les gens, ils se baladaient avec leur coque, c'était rouge. Les flics les arrêtaient. C'est quoi ça ? C'est un épice que j'ai acheté pour mettre dans ma bouffe. Les flics, ils savaient pas. Ça a marché un temps.
Moi, je reste fasciné quand même de ce qui se passe sur ce plateau aujourd'hui. On est en train de discuter tranquillement où on cite le nom de Charles Pasqua, qui a été deux fois ministre de l'Intérieur. Et alors ? Qui a été un des fondateurs du RPR. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, l'Incorrect, on fait beaucoup de Puis culture. Charles Pasqua, c'était quand même Jacques Chirac qui était en évidemment, visée. bien sûr. Et moi, C'est vrai que c'est sidérant. Ce que vous dites, Oui, ce que vous dites, oui. évidemment, ça se savait quand même. Vous étiez Ben pas oui, le ça seul à se- le savoir. bien Pourquoi c'est pas sûr, sorti bien sûr. à cette Mais époque ils n'avaient pas le courage de le dire, c'est tout. Bah, moi non plus d'ailleurs. Hein. J'ai quand même attendu prudemment qu'il disparaisse, parce que de son vivant, j'aurais jamais bougé un petit doigt. Hein, non. On était assuré de partir. Et avec mes propres amis, comme m'a dit mon juge d'instruction, hein, attention. Mon juge d'instruction m'a dit, Monsieur Fauré, attention à ce que vous dites, parce que vous avez été vous-même membre du SAC et vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi sont capables ces gens-là. Mais j'ai dit bien sûr, mais alors attention à ce que vous dites. Elle m'a menacé, elle m'a prévenu, et donc, de toute façon, j'avais pas l'intention de parler de lui ni de Chirac, hein, voilà. Et Chirac, aujourd'hui, le fait qu'il soit lui encore en vie, ça vous a pas un petit peu freiné envie, à vouloir... envie, mais Alzheimer quand même, hein, donc je me demande si ça Non, vient mais pas par de la respect pour- cocaïne. Hein. Je me demande, hein, j'ai aucune preuve, je sais pas. Vous avez conscience que c'est très grave quand même ce que vous dites. Ça peut être de la diffamation. Je peux enfin. me demander, non, j'ai Ouais. le droit de me poser des questions, c'est interdit. Attendez, on vit dans le pays de la liberté d'expression. Je dis, je me demande. Ça peut, comme ça peut pas. Je n'affirme rien. Non, mais ce que vous affirmez dans votre livre, c'est que vous fournissiez Jacques Chirac, quand même. Ça oui, mais je dis pas que c'est forcément à cause de la cocaïne qu'il a attrapé Alzheimer. Ça, Ouais. je Et dis vous pas. n'avez pas peur des représailles en citant Mais- des gens qui sont toujours vivants, Alzheimer Mais ou si pas ça doit arriver, ça arrivera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sinon? Mais moi, toute ma vie, j'étais comme ça. Si j'avais eu peur, ben, je serais pas là aujourd'hui déjà. Je serais peut-être un petit fonctionnaire à 1500 € par mois et encore. Il y a un monde entre les deux quand même. Pardon Il y a un monde entre petits À l'époque, vous gagnez fonctionnaires. combien avec ce trafic? Bon, C'était des des fois, sommes. C'était 50 000 francs par jour. Pardon? 50 000 par jour. D'accord, on a bien entendu. Eh ben, écoutez, sur ce, il y a mon réalisateur qui me dit on va couper, on va s'arrêter là. Alors, juste avant de s'interrompre, on parlait donc de ce passé de dealer qui vous faisait gagner jusqu'à 50 000 francs par jour. J'ai bien entendu, Gérard Fauré? Oui. Ah oui, donc là, parfois, c'est quand même... ça fait réfléchir, on va dire. Ben, Hein. c'est-à-dire Mais que bon. j'avais une espèce d'after à Versailles, mais les journalistes en ont parlé, dans une villa qui appartenait enfin à ma mère et à son ami. Et j'avais fait, parce que ma mère, elle était absente, elle était en Espagne avec son ami, moi j'avais profité pour faire une espèce d'after. J'avais 7 chambres à coucher. Et puis, bon, il y a de grandes personnalités qui venaient, comme Coluche ou d'autres, hein, et même Johnny. Et donc, à l'entrée, je leur donnais une pierre de 50 grammes de cocaïne que je pesais devant eux. Et à la sortie, je pesais la différence. Et c'était 1000 francs le gramme. Voilà. Donc, comme ils venaient tous en couple... Ça partait vite. Ah ben, ça partait vite. Et puis, Alors justement, ça va nous amener à parler un petit peu de ces jet sets là. Après avoir parlé de Charles Pasqua, de Jacques Chirac, on va le rappeler. Donc, vous avez, enfin c'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre, le fournisseur des stars parle. Vous balancez, on en parlait tout à l'heure, balancez sec, hein, des noms prestigieux tels que Jeanne Moreau, Annie Girardot, Françoise Sagan, Yves Saint-Laurent. Bon. Encore des gens donc décédés. C'était un peu de notoriété publique pour tout cela. Il y a même un animateur de télé qui y passe à se Yves demander. Hein, c'était Yves Morosi, oui. voilà, lui aussi décédé. Ça à se demander qui ne prenait pas de cocaïne à l'époque, non? Oui, c'est à se Tout le demander. monde prenait de la D'ailleurs, cocaïne. moi, j'ai été très surpris parce que, bon, moi, je croyais que le paradis de la cocaïne, c'était la Hollande. Bon, parce que là-bas, tout le monde en prenait. Et hein, c'était partout. les mains douches finalement. Et quand je suis arrivé en France, je me suis dit, c'est un pays de paysans, ils ont rien compris, ils savent rien sur la cocaïne, c'est tout nouveau. Psh, ben, dites donc, j'ai été très surpris de voir que tout le monde prenait de la cocaïne à l'époque des bains-douches, c'est tout. Alors les C'était bains une douches, je le folie. rappelle pour les auditeurs, c'était Ouais. une boîte mythique hein, Ah, de c'était- Paris. C'était extraordinaire ce qui se passait Passé là-bas. hein. Oh les là plus là. grandes stars mondiales même. Ah bah oui, bien sûr, j'ai servi de grands acteurs, je vais pas citer leur nom, des Américains. Qui sont encore vivants? Oui, ils sont encore vivants, ouais, tous. Mais non, j'avais un lieutenant à qui j'avais fourni une limousine Mercedes. Il allait les accueillir à l'aéroport avec sa limousine. Et puis, il les emmenait dans un hôtel de luxe. Il leur proposait de la cocaïne et tout ça, voilà. Et puis alors, donc parmi tous ces people, il y en a un. Alors, il y en a un auquel il ne faut pas toucher, hein, vous le savez.
De qui vous parlez? Bah, je sais pas, on va peut-être écouter Pour moi, d'abord. il n'y a pas d'intouchable. Il y a quelqu'un qui est malheureusement décédé, c'était bien sûr le grand Johnny, dont vous révélez d'ailleurs des choses hallucinantes, puisque, on va le rappeler, donc vous dites évidemment qu'il touchait à la drogue, et puis vous racontez autre chose. Mais d'abord, on va écouter l'un de ses plus proches amis, il s'appelle Pierre Billon, il s'est exprimé cette semaine sur CNews. Écoutez ce qu'il disait. Plein de gens, là, récemment, parlent de Johnny comme quoi il était cocaïnomane, etc. Mais attends, faut arrêter, les gars. Moi, j'ai un mec, quelqu'un qui est cocaïnomane, on est d'accord, il est accro. Bon, nous, on a fait des tournées ensemble, d'accord, c'est ça. Mais surtout, j'ai fait des voyages moto avec lui pendant 2 mois et demi. Dans 2 mois et demi, quelqu'un qui est accro, au bout d'un moment, il tremble. Je te le dis, c'est pas le cas du tout. Donc, chacun a sa vérité, mais moi, j'avais une vérité relativement quotidienne, faut bien dire. Quand on dit Johnny Hallyday. Bon, alors voilà. Donc ça vous fait rigoler. Complètement. J'ai été hyper accro. Je crois qu'il n'y avait pas plus accro que moi dans toute l'Europe à la cocaïne. J'ai jamais tremblé et je tremble pas. Vous voyez mes mains? J'ai jamais tremblé. C'est faux. Et Johnny Hallyday, je lui ai vendu moi-même à l'Observatoire 10 par 10. Alors voilà. Et puis alors Johnny, pour vous, c'était plus qu'une victime. Vous dites qu'il se faisait racketter également. Oui. Et puis là, vous dites des choses, excusez-moi, mais à peine crédibles, incroyables. Enfin, en tout cas, vous révélez quelque part. Là, c'est pas pour lui faire du mal que j'ai dit ça. C'est plutôt pour informer les Français. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que déjà, Johnny, on disait qu'il payait pas ses impôts. Il voulait quitter la France pour aller en Belgique, pour aller en Suisse, pour aller partout. Sauf la France, parce qu'il en avait probablement marre d'être racketté et de donner une grande partie de ce qu'il gagnait à la PEC française. Donc, moi, j'informe, je dis, voilà, Johnny, s'il n'a pas pu payer ses impôts et si aujourd'hui il doit encore 11 millions d'euros au fisc, c'est parce que quelque part son argent, on lui prenait. Voilà. Il allait ailleurs. Et pour quelle raison il allait ailleurs? Alors pour quelle raison? J'ai dit que parce qu'il avait une relation homosexuel avec un jeune garçon que j'ai connu très jeune à Tanger au Maroc, qui s'appelait Philippe Carbone. Je pense qu'il est peut-être encore vivant et qu'un jour il se montrera, je sais pas. Mais vous n'avez aucune preuve de cela, Gérard Fauré. Des preuves. Il faut toujours avoir des preuves dans ce pays. Pourquoi des preuves? Ça fait 32 ans. Des preuves. Enfin, on n'avait jamais entendu ça. Écoutez, vous l'entendez aujourd'hui. Je le dis. Après, qu'on me prouve le contraire aussi. Parce que c'est facile de dire, emmenez-nous des preuves. Mais moi, emmenez-moi la preuve que je dis. Il a eu 6 épouses. Ah ouais, non, mais j'ai pas dit qu'il était homosexuel. Attention. J'ai dit que sous coque, et moi j'ai failli y passer, j'ai dit que sous coque. Qu'il a eu un amant. Eh oui, mais il n'est pas le seul. Je peux vous dire, j'ai connu de grands gangsters. Quand ils prenaient de la cocaïne, ils franchissaient le pas. Vous voulez dire que ça permettait de... ça, tous ceux qui prennent de la coke, ils doivent le savoir. De transformer un hétéro en homo, c'est ça? Ah oui, mais quand moi j'ai failli y passer, mais j'ai quand même un fort caractère. Je suis pas, voilà, j'ai pas franchi le pas, mais j'ai failli à plusieurs reprises. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai arrêté. Je me suis dit, oh là là, si je continue, je vais devenir homosexuel. Moi, j'ai rien contre ces gens-là. Ça n'aurait pas été grave, hein? Non, pas du tout. Moi, non, mais attendez, c'est pas des conneries. Moi, j'ai toujours eu beaucoup peut-être votre vraie d'estime. nature. Puisqu'on parlait de la vraie nature qui se révèle sous coque tout à l'heure, vous le disiez. Peut-être, j'en aurais pas honte. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour les homosexuels. J'adore ces gens-là. J'ai beaucoup d'amis avec qui je rigole. Je suis même allé à Marrakech on rigole comme des fous. C'est des gens très sympathiques, très vivants, très sincères, très francs. Ils font pas de cinéma et tout. Ils ont pas de tabou. Moi, j'aime ces gens-là. Ils sont libres. Voilà. Je pense que la communauté LGBT va vous tomber dessus dans quelques jours. C'est quoi la LGBT? C'est la communauté homosexuelle. Parce que non, j'ai dit que je les aime. Oui, que vous les aimez, mais on ne peut pas dire j'aime un homosexuel, comme alors si vous les mettez tous dans le même panier. Mais comment je dois dire? Dans votre livre, vous écrivez, je ne sais plus ce que c'est exactement la phrase, mais quelque chose comme prendre de la cocaïne fait devenir homosexuel. Oui, non, c'est pas ni une maladie, ni quoi que ce soit. On ne devient pas homosexuel. Mais qui a dit que c'était une maladie? Non, il n'a pas dit ça. J'ai jamais dit ça. C'est écrit de cette manière-là. C'est écrit de cette manière-là. C'est vous qui l'interprétez comme ça. Ça peut amener à des actes homosexuels, mais ça peut pas faire devenir homosexuel. Mais j'ai jamais dit devenir. Mais comment? Mais vous interprétez mal mes paroles. Ou alors ça a dû déraper. J'ai dit que sous cocaïne,
on pouvait avoir envie d'avoir une relation homosexuelle avec quelqu'un et souvent franchir le pas. Mais ça veut pas dire qu'il reste, puisque Johnny, on sait très bien, il a eu beaucoup de femmes, c'est un bonhomme, c'est un homme. Mais la cocaïne était plus forte que lui, c'est tout, voilà. Donc Alors, il s'est laissé aller. Justement, moi, Stéphane. on va rester sur le sexe parce que visiblement on est parti là-dessus. Il y a eu on en a parlé un petit peu à l'époque de l'affaire Weinstein, mais on sous-titre toujours, hein, parce qu'il y a un Comment, tabou. vous voulez dire toujours, qu'Harvey Weinstein prenait de la drogue aussi? Il y a un tabou un peu sur tout ce sujet, et sur tous ces sujets. Toujours, on dit le mot coke, puis ça redisparaît, Voilà, etc. oui, voilà. L'affaire MeToo, qui a été lancée avec Harvey Weinstein, c'est quand même dans un milieu particulier. Et quand on sait les soirées dans lesquelles ces jeunes femmes se sont fait, dans le cadre dans lesquelles ces jeunes femmes se sont fait agresser, on retrouve la cocaïne. Bah, obligatoirement. Je vous dis, la cocaïne, ça vous désinhibe et ça enlève tous les freins. Donc quand on prend de la cocaïne, on est capable de tout. Voilà, c'est simple. De tout, bon, pour moi, il y avait je dis pas des interdits, je dis que, voilà, je suis hétéro et j'aurais très bien pu devenir homosexuel, mais où est le problème? On me taxe d'homophobe, mais c'est incroyable, ça. Je peux vous emmener ici 12 lesbiennes que je connais parfaitement, Bon. et 24 homosexuels qui vont vous dire que je suis un gars très bien, que je les adore et que je les respecte. Voilà. Non, mais parce que vous parlez de ça dans le livre, au sujet, encore, je fais pas une fixette, hein, mais sur Jacques Chirac, et vous dites c'était un prédateur. Oui, prédateur de jeunes filles, oui. C'est ce qui s'est Mais passé. c'est à peu près ça. Il profitait de sa fonction pour se faire des petites jeunes, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est la coke qui les rendait comme ça? Ah, ça, je pense, oui, bien sûr, évidemment. Je pense que, parce que moi, j'ai toujours trouvé Chirac un homme très élégant. Je ne cache pas que je votais pour lui. Je l'aimais beaucoup à l'époque. Mais bon. C'est un mauvais payeur, en revanche, hein, selon vous. Très mauvais payeur. Ah, oui, mais ça, c'est quand il a su que comment il s'appelle, là, comment il s'appelle, le mec le prédécesseur de Bérou, là. Barrault, oui, Jacques Barrault, m'avait payé en me donnant des chèques que Chirac lui avait donnés. Donc c'était au porteur. Qui est aussi décédé, Jacques Barrault. Oui, qui est aussi, mais oui, ils sont tous décédés. Oh, mais là, en même temps, vous comprenez que c'est étonnant parce que vous n'affirmez des choses vivants, que de gens décédés. Pareil. D'accord. Je vous dis que j'ai dû attendre un peu plus de 30 ans pour qu'il n'y ait pas de diffamation, pour que Pasqua disparaisse et tout. Sinon, j'aurais jamais produit mon livre. C'est un hasard. Bon, ils sont morts, ils sont décédés, mais de leur vivant, je parle de Claude Brasseur, il est vivant. Hein. Je parle de Stéphanie de Monaco, elle est vivante. Hein. Voilà, j'ai pas peur. Arnaud Stéphane, donc vous parlez donc de ce terme que vous employez à l'égard de Jacques Chirac, donc de prédateur. Votre question, Arnaud, c'était ce qui serait tombé à l'heure du mouvement peut-être Balance ton porc, c'est ça? Exactement. Est-ce que le sous-titre de toute cette affaire Balance ton porc, MeToo, avec des personnalités, en tout cas c'est les personnalités, parce que c'est surtout grâce à cause des dérapages de ces personnalités que l'affaire MeToo est sortie, notamment l'affaire Harvey Weinstein. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous reprenez la vie que vous avez eue, vous expliquez dans le livre que tout d'un coup, vous voyez des jeunes femmes, notamment de célèbres cabarets parisiens, qui, sous la coke, se retrouvent avec n'importe qui? Absolument, oui, bien sûr. Mais moi, j'étais au bain-douche tous les soirs et je m'asseyais à une table et je vais pas citer, mais presque tous les cabarets parisiens, elles venaient s'asseoir à ma table. T'as pas un peu de coke, t'as pas ci, t'as pas ça. Et puis après, c'était la folie, quoi. Voilà. Sur la nature humaine, ça dit beaucoup quand même. Ça dit énormément. C'est pour ça que je dis que la cocaïne est une drogue dangereuse. Elle dédouble la personnalité. Ça traduisait d'ailleurs de l'époque quoi? De l'insouciance, un mal-être. On parlait des bains-douches. D'après vous, c'était quoi? Ça révélait quoi de l'époque que les gens consomment autant? Je pense que c'était l'insouciance, oui. Je pense que c'était ça. C'est curieux quand même, parce que c'était bien pire qu'en Hollande. Moi, je croyais que j'avais tout vu avec la Hollande et Marbella en Espagne. Non, je suis arrivé en France, c'était une folie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai perdu la boule au début. Après, il a fallu que, quand je voyais que tout le monde était derrière moi, les patrons de boîte, Gigi, ils me demandaient, avant de commencer, d'ouvrir leur boîte et tout, il fallait que je fasse la tournée comme un postier, comme un facteur. Je fasse la tournée des patrons de boîte pour leur dire, tiens, voilà tes 10 grammes. Après, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Et voilà, parce que j'avais un produit extraordinaire. Mais c'était une période de folie, mais je crois que ça c'est passé, tout ça. Un peu assagi. Ils venaient de découvrir la cocaïne, c'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on sait que c'est plus tellement extraordinaire. Voilà. Gérard Fauré.
Vous racontez qu'en boîte de nuit, vous lanciez de la cocaïne en l'air et que les femmes se jetaient sur le sol et léchaient la cocaïne sur le sol. Ça paraît incroyable. Non, c'est pas incroyable, mais attendez, c'était pas de la cocaïne pure, hein, d'abord. C'était de la farine. Elle était mais bien coupée, mais elle était coupée parce que sinon ça aurait coûté cher. Je lançais un petit sac de 50 grammes, il y avait 40 grammes de coupe et 10 de cocaïne. Je jetais ça sur la piste et elles se précipitaient, elles léchaient le sol. Les Hollandaises, elles étaient friandes de cocaïne à l'époque. Et donc ça vous amusait? C'est comme quand vous Moi, racontez cette oui. soirée de jet setter où vous aviez coupé la coke avec du laxatif, Oui, et ça vous m'a moquiez amusé. des gens. Ah oui, ça c'est Vous drôle. Ça c'est moquiez- drôle. Si, vous racontez-nous moquiez- cette anecdote. C'est Ça ce qui c'est m'a Vous amusé. génial. moquiez de vos clients. Alors vous racontez avez- cette anecdote. Vous l'aviez C'est ce coupé qui avec m'a- du c'est ce laxatif. qui m'a valu les foudres de Monsieur Chirac. Pourquoi vous l'avez Parce que ça m'avait été commandé par Jacques Barrault. Il y avait une grande fête, je ne sais pas chez trop qui. C'était un immense parc, une immense villa. Bon, je sais pas. Bon, je sais, mais je sais pas. Et donc, non, je vais pas mettre tout le monde à dos quand même. Et donc, Barrault m'avait commandé 100 grammes pour la fête. Et moi, il me restait plus que 50 grammes. J'avais tout épuisé. Et en même temps, Chirac avait refusé de me payer les chèques. Là. Il avait refusé. Donc, ils n'ont jamais été payés, ces chèques, puisqu'ils ont été retrouvés par la police, chez moi. Non. Et mon juge d'instruction m'a demandé d'où ils provenaient. Et vous aviez mis donc du laxatif. Alors, c'est pour ça me venger, j'ai dit, bon, ben, cet argent-là, je vais le récupérer sur la coupe. Voilà. Donc la moitié. Il veut m'avoir, moi, la moitié, j'ai mis du laxatif. C'était du Manicol à l'époque. Déjà, la cocaïne, c'est un laxatif. La cocaïne par elle-même, c'est déjà au départ un laxatif. Et là, je me suis dit, ben voilà, je vais récupérer ça. Et j'ai mis dedans. Bon, j'ai emmené ça. Puis je me suis mis du côté du barbecue. Là, il y avait un peu de sable, heureusement, parce que j'ai vomi moi aussi de rire. Ouais. Et je voyais alors, au bout de 10 minutes, les gens sortir en courant, chercher un buisson pour se vider. Ça courait dans tous les sens. Aux toilettes, c'était des embouteillages. Je suis allé voir Écoutez, s'il vous plaît. mais laissez-moi, mais arrêtez, mais si, mais c'était, voilà. Alors, oui, Arnaud. Oui, moi, là encore, je suis très surpris sur le manque de discrétion de ces hommes politiques. Et bon, les jet-setters, on leur dit oui, c'est pas grave, ils sont dans la jet-set, ils prennent tous de la coke. Ok, bon, très bien. Aujourd'hui, vous croyez qu'il y en a encore qui prennent de la coke dans le milieu politique? Je crois. Je suis sûr. C'est vrai? Bien sûr. Bon. Moi, je les observe. Bon, là, ils sont vivants, donc on va je vois dans leurs yeux. Non, mais Ouais, je c'est ne pas citerai donné pas de de nom. nom, mais je vois dans leurs yeux, ils prennent. Ah, vous le voyez à quoi? Ça, c'est dans intéressant. les yeux, si, c'est un peu comme un médecin qui voit si son Qu'est-ce qu'ils ont leurs yeux? un ictère ou une jaunisse ou quoi. Ah ben les yeux excités. À un moment on disait pourquoi Chirac il avait un regard excité et pourquoi un autre président avait un regard excité où ils sont hyperactifs et tout ça on les voit ils sont nerveux. Bon ça se voit trop vite pour un transpire, professionnel c'est ça, comme vous moi. Pardon? Transpire, ça fait transpirer? Non, c'est pas la transpiration, c'est le regard, c'est tout simplement. Et il vous suffit de bien regarder le regard dans la normale, et puis ensuite, quand il a pris. Donc selon vous, il y en a encore beaucoup qui en prennent. Ah oui, j'ai remarqué. Hein. Il y a quelques années, il y avait un livre de Christophe Dubois et Christophe Deloire qui s'appelait Sexus Politicus, où ils expliquaient justement cette relation au sexe qu'avaient les membres de la classe politique, et leur manque total de discrétion, parce qu'il y a une espèce de sentiment d'impunité de toute puissance. Mais c'est ça. Et moi, je lis le vôtre, et j'ai l'impression que c'est le livre complémentaire de Sexus Politicus, qui pourrait s'appeler Cocaïcus Politicus. Et voilà. Et parce qui donne une grille de lecture un peu différente au livre de Deloire et Deloire et Dubois. Mais ce manque d'impunité, cette volonté, ce sentiment de toute puissance. Vous imaginez, enfin, on parle de gens qui sont en charge de la République. Bien sûr. Mais justement, c'est pour ça que je dénonce tout ça. Je dis aux Français, faites attention, vous croyez que vos politiciens, bon, déjà, on sait que c'est des grands menteurs, mais en plus, je dis, attention, il y en a qui peuvent être très dangereux. Hein. Il y en a un, il n'y a pas longtemps. Mais bon, ils peuvent être très dangereux. Voilà. Le manque de discrétion, mais j'insiste là-dessus. On sait qu'il y a une grande personnalité politique qui se rendait dans des boîtes de nuit échangistes. Je veux dire, quand vous faites ça, vous faites pas ça, quoi. Vous faites ça dans un endroit discret, etc. Jacques Chirac. Il y a une forme d'impunité. Cette impunité complètement c'est ce que je dénonce, non, il me semble.
Oui, et vous oui, parliez oui. alors aussi de cet argent, donc vous parliez de 50 000 francs par jour parfois. Ça m'amène également à vous demander qu'est-ce que vous faisiez de tout cet argent, Gérard Forêt? J'ai eu la bêtise d'en mettre en banque en France et on m'a Les pris, banques que vous braquez. ils m'ont pris 200 et quelques millions de francs à l'époque. Le fisc, ils m'ont inventé une histoire de fisc et un redressement fiscal alors que moi j'étais résident aux Pays-Bas. Et les douanes me sont tombées dessus, les grosses amendes, et on m'a pris mes voitures, on m'a pris beaucoup d'argent chez moi. Et vous aviez les signes extérieurs de richesse, que vous viviez vraiment Ah oui, comme un grand j'étais un frimeur frimeur. un grand frimeur. Il fallait que je sorte avec des costumes de plus grandes marques. couturiers de grandes marques et tout. Je dépensais énormément. Je dépensais peut-être 10 000 par jour à acheter des conneries que je mettais jamais. Et vous parlez que des banques j'offrais qui après. vous posaient aucune question. Pardon ? Les banques ne vous posaient aucune question. En Hollande, jamais. Ouais. Au contraire, j'étais le bienvenu. C'est incroyable ça. Ah oui, tapis Au contraire, rouge. vous offrez le champagne. Le champagne, biscuits, cigares, tout ce que je voulais. On descendait dans un sous-sol et ça se passait trop bien. Et à ceux qui disent que il y a eu un article dans les Échos, dans la Tribune, je m'en rappelle pas, il faudrait regarder, sur un chercheur anglais qui avait dit que une des raisons de la crise financière de 2008, c'était l'hyperconsommation de cocaïne. C'est probable. Vous savez qu'en Angleterre, dans la Tamise, ils ont trouvé dans l'air de la cocaïne sur toute la longueur de la Tamise. Ça veut dire que tout le monde consomme là-bas aussi. Mais oui, c'est probable, oui. Mais il faut aussi dire que grâce aux gros trafiquants, ils ont quand même relevé des banques qui étaient en faillite. Hein. On parle de 350 milliards de dollars Mais qui auraient ça- été investis par les narcotrafiquants Bah oui, mexicains. certainement, mais ça m'étonne pas, moi. Ouais. Regardez El Chapo, il a vendu plus de 150 tonnes de cocaïne. Vous imaginez la fortune que c'est? Cet argent, il va forcément dans les banques. Mais bien sûr, ils sont friands de ça, les banquiers. Qu'est-ce que vous croyez? Et à l'époque, donc, vous baignez dans le luxe, on le disait, et en même temps, c'est un peu amusant, vous étiez à la recherche d'une vraie histoire d'amour, vous avez un petit côté romantique quand même. Toujours, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je l'ai jamais trouvé. Et puis surtout, quand j'étais sous coque, j'étais pas romantique pour un sou. Maintenant, oui, j'ai trouvé la femme de ma vie et je suis très heureux avec elle. Et voilà, ça c'est terminé. J'ai tourné vraiment la page. 18, c'est le nombre d'années que vous avez Que j'ai passé fait, oui, en oui. prison. Ouais. Comment on en sort de 18 années de prison? Bien. Moi, je m'en suis bien sorti parce que j'écrivais. J'ai écrit une dizaine de bouquins que je compte publier plus tard. Et j'aimerais bien vous les soumettre, si vous voulez bien me recevoir. Parce que Bien entendu, bien, qu'on tout honneur, les- comme je sais on que les les lira choses avec viennent maintenant. attention. Comment ça se fait, selon vous, d'ailleurs, que les dealers partent en prison et pas les consommateurs, alors qu'on le rappelle, la Eh oui. consommation de la drogue est punie par la loi? c'est le problème que Maître Honegger avait soulevé lors de l'émission avec Gilles Verdès. Oui, alors moi j'ai toujours dit, bon, les receleurs payent plus que les voleurs. Par contre, les consommateurs ne payent pas. Mais regardez François Sagan, 50 grammes dans la poche, La grande amie de pas, Louise. même pas une journée de prison. Mais bon, bah, d'accord, bah, tant mieux pour elle. Mais Une enfin, inégalité de traitement, selon vous? oui, ben voilà. Donc c'est un peu frustrant de voir que, voilà, ceux qui consomment ne vont jamais en prison. Pourtant, c'est eux qui nous incitent au délit. S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de dealers, c'est clair. Alors, comment vous les voyez, les consommateurs, pour vous? Est-ce que ce sont des victimes ou... Aujourd'hui, Ouais. avant, je les voyais comme des amis que j'adorais. Moi, ça, parce que la cocaïne, c'était mon soleil. Vous Tout avez tournait l'air de autour les la soleil. mépriser un peu, Non, pas du tout. Mais je les maîtrise pas. Ils sont tombés comme moi dedans. Voilà, c'est des victimes. C'est des victimes et j'espère qu'ils se ressaisiront le plus vite possible. Est-ce que vous dites que vous aimeriez qu'ils soient jugés au même niveau que les dealers? Mais donc, c'est que vous les considérez pas comme, Ben, comme c'est victimes. monsieur qui vient de dire ça. Moi, j'ai dit que je m'étonne. Je m'étonne que c'est Non, vrai. moi, je posais la question. Les C'est tout. consommateurs sont dans la loi, ils sont punis. La consommation de Pas autant drogue est que punie le par la dealer. loi, je vous Voilà. le rappelle. Mais cher ils ne Lusier. vont jamais en prison. Et c'est tant mieux pour eux. Je vais pas- Aujourd'hui, vous avez une D'accord. forme de rédemption. Vous seriez prêt à témoigner des ravages de la drogue auprès Ah des oui, plus oui, jeunes, oui, à oui, faire je ce travail? Je rêve de ça, oui. Que oui. votre expérience Oui, serve à je quelque rêve de chose, ça. quand même? J'aimerais bien que quelqu'un organise un débat sur les drogues et que je puisse dire ce que j'ai à dire parce que je crois que j'ai quand même pas mal d'expérience là-dessus et que ça pourrait profiter à beaucoup de gens. Mais justement, Arnaud Stéphane. je reviens là-dessus.
la cocaïne s'est démocratisée au mauvais sens du terme. Oui. On en trouve très Tout à facilement partout. Ça a beaucoup changé la nuit parisienne. Je pense que vous sortez un peu moins Oui, bien maintenant. sûr. Oui, Ça a bien beaucoup sûr. changé la nuit parisienne. Il y a beaucoup plus de violence. Il y a des comportements particuliers, dangereux, l'hyperconsommation d'alcool. Ça a vraiment beaucoup changé. On dit qu'aujourd'hui, il y avait ce livre 100% pur qui était sorti de ce journaliste italien, le nom m'échappe à l'instant, qui avait écrit Gomorra, où il fait tout un chapitre d'introduction en disant qu'il y en a partout, tout le temps. Partout. Mais quand on dit ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est passé dans une narco-société où finalement ça sert de béquille pour tout? Mais depuis longtemps. C'est pas nouveau, c'est depuis les années 80. Et j'ai connu beaucoup de journalistes et beaucoup d'avocats et beaucoup de politiciens qui prenaient, mais j'en parle pas. Ah, mais là, c'est tout le monde. Là, moi, je dis que Le monde est dans ce par la milieu, drogue. c'est presque tout le monde, presque. Beaucoup de gens en prennent, on va dire, parce qu'on peut pas généraliser. Hein. Mais beaucoup de gens en prennent. L'attrait de cette drogue, moi, m'a toujours stupéfié. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, en plus, souvent, on leur donne pas un bon truc. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris moi-même pourquoi je me suis entiché de cette drogue. J'ai pas compris comment un garçon comme moi, qui au départ, j'étais fort, j'étais solide, j'avais une volonté de faire, comment j'ai pu tomber dans cette drogue. J'ai toujours pas compris et je comprendrai jamais. C'est parce que, on l'appelle El Diablo. Hein, en Amérique du Sud, c'est El Diablo. C'est le diable. C'est le diable. Cette drogue, quand elle vous tient, vous êtes cuit. Hein, c'est Et donc fini. le côté... quand on dit que c'est récréatif, moi je suis toujours étonné quand on dit que c'est récréatif. Récréatif, Quand alors... vous mettez du Au desktop début, dans le nez, et puis après, c'est la descente. Alors écoutez, il y a des gens qui savent la prendre. Ils prennent 1 gramme par semaine de manière très très petit. festive. Ceux-là, ils risquent pas grand-chose. Bon, encore que s'ils pouvaient arrêter. Non, mais je dis encore que s'ils pouvaient arrêter. Non, mais on fait pas par du tout rapport- l'apologie de la drogue. Au Non, contraire, on mais dit par- bien par que rapport- c'est extrêmement grave. Attendez, On est d'accord, il y même a à des petite gens dose, qui on le n'ont dit pas bien. de volonté. C'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour la cigarette. Ils plongent dedans et ils peuvent plus s'arrêter. Vous êtes d'accord? L'alcool, la cigarette, c'est grave aussi. Donc, pour la cocaïne, moi j'ai connu des gens qui ne prenaient que 1 gramme par semaine de manière très festive. Ils disaient, bon, je vais sortir ce soir, j'ai envie de m'éclater, je vais prendre la coke, d'autant plus que ces gens-là boivent beaucoup d'alcool. Et l'alcool et la cocaïne annihile les effets de l'alcool. Vous le saviez? Oui, bien Bon, sûr. ben voilà. C'est Donc, l'excuse que donnent les mecs qui en non, mais prennent, c'est vrai, oui, c'est oui, vrai, je c'est sais, vrai. mais Moi, bon, en Hollande, je faisais comme ça. Hein. Je prenais 7-8 whisky, je Bon, sortais. en tout cas, on fait pas l'apologie de la On drogue, on le m'arrêtait, rappelle. surtout pas, ouais. C'est surtout, Non, bien pas sûr, d'apologie du tout. Du tout, et à ne pas forcément comparer non plus pourtant, dans à votre, l'alcool. Oui, on pourtant, va, quoi. voilà, on va bientôt arriver au terme de cette émission. Juste un mot aujourd'hui, par exemple, votre avis sur le ministre de l'Intérieur. J'ai envie de vous demander, Castaner, lui qui dit avoir copiné avec des gens peu recommandables à une époque à Marseille. Ça vous inspire quoi, par exemple, vous qui avez bien connu ce milieu du grand Ça me fait banditisme? rappeler Pasqua un petit peu. Bon, je sais pas, s'il dit ça, c'est bon. Mais je le trouve pas, franchement, à la hauteur. À une époque, hein, c'était à une époque oui, lointaine. non. Hein, il dit ça maintenant. Voilà, Moi, que je trouve c'était à qu'il a une époque. bonne tête, je sais Il pas. joue au poker dans ce milieu. On va Ouais. attendre les résultats, je sais pas, je peux pas parler de lui. Je pense que c'est un homme sain, je pense. Bien que je sois pas très macroniste, son entourage, c'est pas ça. Et puis moi, je suis plus dans la politique, j'y crois plus. Pour moi, c'est tous des charlatans, des menteurs, Vous croyez font des plus en la promesses qui politique tiennent pas. aujourd'hui, Non, ni plus même du tout, en la plus du justice? La justice, elle a été parfois bien, parfois moins bien. Vous êtes définitivement rangé aujourd'hui, Oui, Gérard bien Fauré. sûr. Mais bon, pour parler de la justice, moi je vous dis, en 86, c'était la première fois que je passais devant un tribunal français. J'avais connu les tribunaux hollandais ou belges, et je peux dire que c'était pas pareil. Hein. Bon, et moi, sans discuter, parce que Chirac avait demandé à ce qu'on me donne la peine maximale, on m'a donné la peine maximale. On m'a rien demandé au tribunal. Alors vous avez fait ça, vous avez fait ci. Hop, 10 ans de prison plus 2 ans des douanes, ça fait 12 ans. Ensuite, après en appel, ça s'est peut-être un peu amélioré, mais non, mais moi la justice française, c'est comme ci comme ça. Hein. Il y a des bons juges comme des mauvais. Eh bien, on laissera tout le monde se faire sa propre opinion.